l'énergie va se présenter à nous sous différentes formes. C'est toujours de l'énergie, mais elle a différentes façons de se présenter. Bon, une que vous connaissez, il y en a plusieurs que vous connaissez bien, vous les connaissez toutes en fait. Hein. La plus fréquemment rencontrée, c'est la chaleur ou l'énergie thermique. On est d'accord. L'énergie thermique, hein, je vous rappelle ce que c'est. C'est en fait une forme d'énergie mécanique, l'énergie thermique. C'est les atomes qui vibrent sur eux-mêmes. Hein, ils se déplacent, ils vibrent. Et cette vibration représente, cette vibration illustre qu'il y a une certaine énergie dans ce mouvement. Sauf que par rapport à un mouvement mécanique tel qu'on l'entend, l'atome se déplace de manière aléatoire autour d'un point de repos et en moyenne, son déplacement est nul. Ce qui n'est pas la même chose qu'un objet, là il a une température cet objet. Donc les atomes qui le composent sont agités dans tous les sens d'un mouvement mécanique, une vibration. Et pourtant, ils ne se déplacent pas, parce que les vibrations s'annulent et ça ne va pas dans une direction privilégiée. Vous voyez ? Alors que quand je le fais se déplacer, là, je donne de l'énergie mécanique, il se déplace, et tous les atomes se déplacent dans la même direction. Donc, bien que ce soit tous les deux une énergie mécanique, il y a cette distinction, et c'est pour ça qu'on fait une distinction de la forme thermique de cette énergie et de la forme, il faut vraiment de la place, il faut que j'ai de la place entre les deux, et de la forme mécanique. Alors l'énergie mécanique, vous la connaissez, c'est soit de l'énergie potentielle, soit de l'énergie de vitesse. D'accord ? Dans cette organisation de la matière, il y a un truc qui a fait qu'au départ, quelque part, l'énergie de l'univers est uniquement est une forme d'énergie pure, on va dire. Et puis le truc, c'est que lors de la création de la matière, l'énergie s'est transformée en masse. Avec le rapport de la fameuse formule. L'énergie est devenue de la masse, de la matière. Et cette matière, donc la matière, contient de l'énergie. C'est l'énergie de la matière, c'est de l'énergie des atomes, c'est l'énergie des noyaux d'atomes, c'est l'énergie nucléaire. C'est une autre forme d'énergie organisée. Bon, bien sûr, on est en géodésie. Donc, une autre façon de trouver de l'énergie, une autre façon d'avoir une autre organisation de l'énergie, c'est l'énergie électrique. Magnétique aussi, c'est des formes voisines, c'est des cousines, c'est des sœurs. Même ce qu'on dit aussi, l'énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique, c'est les ondes radio, c'est la lumière, c'est les rayons X, c'est les rayons gamma. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les rayonnements, qui sont des rayonnements électromagnétiques. Donc c'est lié à l'électricité et au magnétisme. Et une dernière catégorie, parce qu'on pourrait les séparer en plusieurs, les rejoindre, bon, voilà, je vous présente ça comme ça. Une dernière catégorie d'énergie, c'est l'énergie chimique. Où là, ce n'est pas la matière elle-même qui contient les atomes, mais qui contient l'énergie, mais les atomes qui s'assemblent entre eux, et lorsqu'ils s'assemblent, ils forment une molécule qui contient plus d'énergie que quand les atomes n'étaient pas ensemble. Bien sûr, pour que cet assemblage se produise, il faut donner de l'énergie aux atomes qui étaient tout seuls, tu leur donnes de l'énergie, et la combinaison des deux fait une molécule qui a plus d'énergie, et qui donc potentiellement, cette énergie peut être à nouveau libérée. C'est l'énergie chimique. Voilà. Et maintenant, ce qui fait le malheur de l'homme, c'est que toutes ces énergies ne se valent pas. Il y en a des plus précieuses que d'autres. Et précieuses dans le sens qui vont nous être utiles. Vous voyez, l'énergie mécanique, ça nous est utile.
On est bien content de ne pas avoir besoin de marcher à pied. L'énergie chimique, on est bien content aussi de l'avoir. On en utilise beaucoup, souvent, parce qu'elle est organisée. L'énergie électrique, j'en parle même pas. Je vais en parler après. C'est le summum de l'énergie organisée, pratiquement. Enfin, en tout cas, c'est une forme bien cadrée. Et l'énergie nucléaire, bah, attention, c'est encore pire presque. Hein. L'énergie est devenue matière, et la matière, c'est quelque chose de très organisé aussi. Par contre, ça, c'est le bordel. C'est une énergie qui est sous forme aléatoire. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose. À part se chauffer l'hiver pour ne pas cailler, c'est difficile d'en faire quelque chose d'utile pour nous. Pour la nature même, en général. Ce qui fait que, par le biais des fameuses pertes, toutes les énergies de forme noble vont avoir naturellement tendance à finir en chaleur. Vous saviez ça? Vous pouvez répondre. Hein. Vous saviez cette notion? Ce qu'on appelle, c'est ce qu'on modélise avec l'entropie dans les cours de thermodynamique. C'est-à-dire que le fait que les choses organisées, elles ont tendance à se désorganiser. Ben oui, hein, il te faut des efforts pour ranger ta chambre. Par contre, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour la foutre en bordel. C'est le truc. Par contre, pour la ranger, il faut que tu fasses marcher tes muscles. Maintenant, si ces formes-là existent, c'est bien qu'il y a quand même un moyen de passer d'une forme d'énergie à l'autre. Alors, quand l'homme est arrivé, avant que l'homme arrive sur Terre, la nature a commencé à bosser. Qu'est-ce qu'elle a fait comme truc, par exemple? Par exemple, la biomasse, les plantes, la nature, avec les plantes et la biomasse, elle est capable de transformer l'énergie électromagnétique qui nous vient du Soleil et de faire des réactions chimiques avec, grâce à la photosynthèse. J'aurais dû marquer photosynthèse. Et donc, avec cette photosynthèse, elle prend des atomes simples et elle les assemble en molécules plus complexes en y ajoutant de l'énergie, énergie qu'elle a prélevée dans le rayonnement électromagnétique du Soleil, dans la lumière du Soleil. Elle est balèze, la nature. Bien entendu, le rayonnement électromagnétique du Soleil vient d'où? Ben, vient de réactions nucléaires au sein du Soleil qui permettent de créer des rayonnements. Et de la chaleur aussi. Par la fusion des atomes qui viennent du Soleil. La nature le reprend et la stocke en chimique. Puis ça, elle le fait avec la photosynthèse. Et puis avec les animaux, l'énergie chimique, ce qu'on mange, nous permet de faire de l'énergie mécanique avec des muscles. Ouais. Là-dessus, l'homme arrive, il fait marcher sa tête, il se rend compte qu'en prenant des trucs dans la nature, des trucs qui sont issus de la biomasse, du bois, il peut le faire brûler et faire de la chaleur. Ouais. Évidemment, si tu fais de l'énergie chimique, si tu fais de l'énergie mécanique avec tes muscles, ça finit toujours en chaleur. Et on revient toujours là, à la fin. La Terre, en plus, elle est gentille parce que il y a 300 millions d'années, il y a plein de végétation sur Terre, il y a plein d'algues dans les mers peu profondes. Elles pourrissent, elles meurent, elles s'accumulent au fond des mers, elles s'accumulent sur la Terre. La tectonique des plaques les enterre, presse, les chauffe. Et avec les molécules qui étaient déjà un peu plus complexes grâce à la photosynthèse, ça produit des molécules encore plus compliquées, plus grandes, qui contiennent encore plus d'énergie et qui permettent de concentrer cette énergie qui est arrivée à toute petite dose, parce que ça, c'est des toutes petites doses d'énergie pendant très longtemps, de les concentrer dans un volume restreint avec une grande quantité d'énergie stockée et que toi, tu peux le brûler pour récupérer cette énergie très vite, donc avoir une grande puissance. On n'est pas puissant parce qu'on a des muscles, on est puissant parce qu'on a des machines qui utilisent l'énergie chimique stockée dans la Terre. Évidemment, c'est le charbon, c'est le gaz naturel, c'est le pétrole. Il a fallu plusieurs millions d'années, depuis 300 millions d'années,
pour que ça soit stocké, créé et emmagasiné et condensé. Remarquez bien que c'est le Soleil qui donne de l'énergie, la nature qui fait des molécules complexes, la tectonique qui concentre ça, et qu'au final, le pétrole, c'est de l'énergie solaire. À la base. Et que ça va finir en chaleur. Perdu. Inutilisable. Là-dessus, il y a quand même quelques petits trucs que l'homme a fait. Parce qu'à un bout d'un moment, le feu, ça ne suffisait pas juste à chauffer. Donc, il a commencé à créer des trucs qui, avec la chaleur, et là, c'est là le génie de l'homme. C'est avec le truc qui est inutilisable, il a réussi à faire des machines qui peuvent utiliser la chaleur. La plus ancienne, pour passer de chaleur à énergie mécanique, la machine à vapeur. Alors, la subtilité, c'est que ce qui fait que ça fonctionne, c'est pas parce qu'on a de la chaleur, c'est parce que grâce au feu, on peut faire à un endroit quelque chose de chaud, à côté d'un autre endroit, quelque chose de froid. Et que la nature est faite ainsi, que quand tu as quelque chose de plus d'un côté que d'un autre, tu as envie d'aller de là où on a trop à là où on n'a pas assez. Et c'est ce transfert d'énergie thermique du point chaud vers le point froid qu'on fait passer par un piston et qui nous permet de récupérer cette envie de passer du chaud au froid et de le transformer en énergie mécanique. Vous voyez le truc? Donc, il a fait brûler du charbon. Alors, évidemment, du coup, en vrai, c'est je prends du chimique, je fais du chaud, et avec le chaud, je fais du mécanique. D'accord? Il a commencé avec le charbon, le pétrole, les moteurs en explosion, c'est la même chose. Les turbines à vapeur, c'est la même chose. Dans les centrales thermiques, c'est-à-dire qu'ils brûlent du gaz ou du charbon ou du pétrole. Jusqu'aux années 70, on brûlait du pétrole pour faire de l'électricité. Voilà. À un moment, il s'est dit, c'est bien, mais je peux peut-être trouver mieux. Cool, il a réussi à maîtriser l'énergie nucléaire pour faire de la chaleur, pour faire de l'énergie mécanique avec le même principe. L'énergie mécanique qui lui sert ça, soit à traîner son derrière, soit qu'il peut utiliser aussi pour faire enfin cette fameuse électricité. Énergie merveilleuse et magique, mais qui en fait a la fâcheuse tendance à ne pas pouvoir être stockée. Évidemment, on a inventé aussi les moteurs électriques. Et tout ça, à chaque fois, je ne dessine pas, mais à chaque fois qu'il y a une flèche qui passe de l'un à l'autre, chaque fois, il y a des pertes. Et quand on a fini d'utiliser, ça revient en chaleur. Mais en chaleur non utilisable. C'est de la chaleur qui est... Il n'y a pas de différence de point chaud, point froid. Bon, après, dernièrement, on a commencé à faire des trucs un peu en bouclé interne. On prend les rayons du soleil, on les met dans des panneaux solaires, on fait de l'électricité. Parce que le plus pratique, ça reste quand même le pétrole, dans la façon d'utiliser de l'énergie pour la transformer en quelque chose qui nous est utile. Du mécanique. Parce que ce qui nous est utile, c'est du mécanique. Faire bouger une voiture, se faire monter un immeuble dans un ascenseur. Voilà. Éviter de te lever. Bon, l'électrique, c'est pour faire du mécanique essentiellement. C'est là que c'est vraiment sympa. Même si on peut en faire plein de choses, parce que l'électrique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut facilement le transformer en thermique, facilement le transformer en mécanique, ou facilement le transformer en chimique dans les batteries. Dans une batterie, on transforme l'énergie électrique en énergie chimique. On charge la batterie. Et quand la batterie se décharge, on transforme l'énergie chimique de la batterie en énergie électrique. Oui. Et pareil, là, au niveau du passage de l'un à l'autre, on a des trucs, alors si je dis c'est bien, parce que c'est des trucs qui ont des très très bons rendements, il y a très peu de pertes dans ces procédés-là. Oui, l'électrolyse est aussi un passage d'énergie électrique en énergie chimique. On casse la molécule d'eau et on sépare l'oxygène de l'hydrogène. Et pour faire ça, il faut donner de l'énergie à la molécule d'hydrogène et d'oxygène que tu vas avoir après. Du coup, comme nos dés ont plus d'énergie, qu'elles ont envie de se marier, quand elles vont se remarier, elles vont redonner l'énergie que tu as filée pour les séparer. Tout ça. Non? Voilà, le dernier truc, évidemment, tu as les moteurs pour faire de l'énergie mécanique avec de l'électricité, tu as les alternateurs pour faire de l'énergie électrique avec de l'énergie mécanique. Voilà, ça c'est le bilan de ce qui se passe
dans la nature, dans l'univers. Et à aucun moment, il y a de l'énergie qui vient de quelque part, enfin, qui vient de rien. Vous voyez, notre jeu, c'est toujours de prendre une énergie, de la transformer en autre chose. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais il faut vraiment en prendre conscience. Et quand tu as un pays comme la France qui consomme 400 millions de mégawatts heure, bah, ces 400 millions de mégawatts-heure, il faut les prendre quelque part. Et tu peux les prendre que sur Terre. Alors on parle de matière, d'énergie, de la transformation d'une forme d'énergie à une autre. Parlons un peu des atomes. Là aussi, je vais aller rapide parce que ça, je pense qu'on vous a déjà pas mal parlé de tout ça. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rappeler qu'un atome, c'est composé de neutrons et de protons. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les protons, qui ont des charges positives. Donc, plus il y a de protons, plus il y a de charges positives dans le noyau. Et qu'à l'état naturel, l'électron capture, l'atome, le noyau, pardon, capture des électrons qui se retrouvent en orbite autour, et qu'il y a autant d'électrons à l'état naturel, à l'état stable. Il y a autant d'électrons que de protons, ce qui fait qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives, ce qui fait que globalement, l'atome est neutre. Il est neutre électriquement. Il a une charge électrique totale qui est nulle. Si sa charge électrique totale globale est nulle, ça veut dire qu'un électron qui passe à proximité, il va être ni attiré, ou une charge électrique qui passe à côté, ne sera ni attiré ni repoussé par l'atome. On s'en fout. Ok? Ça, tous les atomes sont comme ça. Après, il y a des atomes particuliers qui sont les atomes des conducteurs. Alors, tous les atomes ont cette propriété d'avoir des électrons qui sont très fortement liés au noyau. Le noyau, il est gourmand, il est costaud, et il tient par des bras bien costauds ces électrons qui tournent autour. Et pour prendre un électron et l'enlever de la proximité du noyau, il va falloir, normalement, dans quasiment tous les cas, donner beaucoup d'énergie à cet électron. Sauf pour les conducteurs. Les matériaux conducteurs, les métaux pour faire court, ils vont avoir plein d'électrons qui sont extrêmement difficiles à séparer du noyau, et puis ils vont avoir un ou deux électrons qui vont être à l'extérieur de ces zones électroniques, je vais pas, vous en avez sûrement déjà fait, et qui, eux, ont la particularité de ne pas être très liés à l'atome, et que donc, avec un tout petit peu d'énergie, beaucoup moins d'énergie, avec une énergie plus faible, voire très faible, tu peux le prendre, l'arracher et le faire disparaître, l'éloigner du noyau et l'enlever. Oui, bon, voilà, et l'enlever, c'est ton électron qui est là, et l'enlever de l'atome. Ouais. Mais de la même manière, puisque là, il va y avoir, ils ont une particularité physique qui donne ces fameux électrons libres, on peut enlever un électron sans trop donner en donnant peu d'énergie, peut se balader facilement, mais ça veut dire aussi qu'un électron, on peut facilement en rajouter un. Il va accepter d'en avoir un de plus assez facilement. Évidemment, si j'enlève un électron, tout ça devient positif. Si j'ajoute un électron, l'ensemble de l'atome je vais avoir une charge globale négative. Donc, s'il est chargé globalement positif, un électron qui se balade à côté, qui est négatif, il va être attiré. D'accord? Et vice-versa, si j'ai rajouté un électron de trop, qui part à côté, il va l'expulser facilement. Tout ça pour dire que c'est comme les coups de la chaleur, hein. Le chaud va vers le froid. Cette charge électrique nulle qu'il a au départ, c'est son état de stabilité naturelle. Ça veut dire que si vous faites quelque chose qui le déséquilibre par rapport à cette position naturelle,
et bien lui, il va naturellement, il va facilement. Voilà. Déjà, pour le faire, il faut prélever de l'énergie, soit pour enlever, soit pour en mettre. Et que lui, dès qu'il en aura l'occasion, eh ben, il va éjecter ou absorber en rendant l'énergie que tu as eu besoin de mettre. Et tu vas donner de l'énergie pour injecter un électron. Ben, lui, dès qu'il a l'occasion de s'en débarrasser, il va l'éjecter. Et l'énergie que tu as donnée pour qu'il soit là, il va la rendre. Parce qu'il n'aura qu'une envie, c'est de revenir à une charge électrique nulle. Bon, ben ça, on a vu ce qui se passait avec un atome. Maintenant, si je prends un morceau de cuivre, par exemple, un certain volume, qui a une certaine taille, un morceau de métal, un morceau de cuivre, un morceau de conducteur. Bon, il est composé de milliards d'atomes. Donc, ce qu'on a dit pour un est vrai pour des milliards et des milliards d'atomes. Et à son état d'équilibre naturel, c'est quoi? C'est chaque atome est en équilibre statique. Chaque atome a une charge nulle. L'ensemble du morceau de métal a une charge totale. L'ensemble, alors il y a plein d'électrons, hein. Il y a mais il y a autant d'électrons que de charges électrons que de charges protons, que de charges du noyau. Globalement, il est toujours électriquement nul. Il n'a pas de charge. En fait, il n'a pas de charge. Il a des charges, mais il n'a pas d'excédent de charge par rapport à son équilibre naturel. Et vous comprenez où je veux en venir? Et donc maintenant, regardez, moi j'aime bien prendre l'exemple de la bouteille. Tu prends une bouteille de coca, de ce que tu veux. Tu as la pression atmosphérique à l'extérieur. C'est ouvert, tu as la pression atmosphérique à l'intérieur. C'est en équilibre. L'air ne va pas se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Tu bouches et tu mets une pompe. Et avec ta pompe, tu gonfles. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas augmenter la pression. Tu vas l'augmenter, elle va devenir supérieure à la pression atmosphérique. Pourquoi elle augmente? Parce que toi, avec ta pompe, tu as injecté plus d'air que ce qu'il y avait à l'état d'équilibre. Tu as augmenté la densité des molécules d'air par centimètre cube. Ouais. Et si tu restes bouché, s'il n'y a aucun moyen pour que cet air s'enfuit, bah, ça va rester à cette pression-là. Et bien entendu, vous l'avez toujours tous expérimenté. Ce n'est pas gratuit. Pour injecter de l'air dans une bouteille pour lui faire monter sa pression, il faut forcer. Et d'ailleurs, plus sa pression augmente, plus il faut forcer. Le fait qu'il faut forcer, ça veut dire que pour obtenir cette augmentation de densité de molécules, vous devez donner de l'énergie à ces molécules. Ouais. Et tant qu'elles restent emprisonnées, l'énergie que vous avez mise, elle est stockée dedans. Et si vous créez la moindre fuite, vous arrêtez de pomper, ça peut rester des jours et des jours. Et si vous créez la moindre fuite, ah ben le machin qui est là, il n'a qu'une envie, c'est de revenir à la pression atmosphérique. Pour ça, il va se débarrasser de ces molécules d'air. Et en même temps, bah, sur le chemin, vous pouvez récupérer l'énergie que vous aviez donnée à pomper dans ce mouvement d'air. Ouais. Il va se passer la même chose. Ça va être la même façon de penser, même si évidemment, ce n'est pas des molécules d'air, avec un morceau de métal. On va imaginer qu'on arrive à avoir une pompe à électrons. Alors, je vais dire, on ne va pas considérer charge négative, on va raisonner avec des charges positives, comme nos anciens qui ont qui ont développé les théories de l'électricité en considérant des charges positives avant de se rendre compte que l'électron était une charge négative. J'ai déjà peut-être entendu cette histoire, et du coup, en toi, tu dis que c'est positif dans un sens, en vrai, les électrons circulent dans l'autre. Bon, pour le raisonnement, on va raisonner avec des charges, point. Et on va imaginer qu'on arrive avec une pompe à charge à injecter des charges dans le métal. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la pression, comme la pression pneumatique,
Les électrons que tu mets en plus que ce qu'il y avait à l'état d'équilibre naturel, on peut voir ça comme le fait, tu le gaves le morceau de métal. Donc tu vas augmenter la pression des électrons à l'intérieur du métal. Et bien sûr, le métal, si c'est de l'air autour, il n'y a aucun moyen que les électrons s'échappent. La bouteille est fermée. Vous voyez l'analogie? Et de la même manière qu'une bouteille, quand tu commences à la mettre en pression et que tu commences à augmenter la pression, c'est pas parce que tu injectes l'air ici que là, tu vas avoir une densité forte, donc une pression plus élevée, et là, une densité plus faible. Non, qu'est-ce qui se passe? Elle devient homogène, la pression. Partout. Et donc là, ta densité d'électrons, quel que soit l'endroit par lequel tu les fais rentrer, elle va s'équilibrer sur l'ensemble de la matière. Et on aura partout, on aura de façon globale, partout une pression d'électrons plus grande que ce qu'on avait à l'équilibre. Ouais. On aura une pression positive. Et comme c'est la pression d'électrons, on appelle ça une pression électrostatique, que pour injecter ces électrons, il a fallu donner de l'énergie à ces électrons. Donc ces électrons ont une énergie. C'est une énergie potentielle. D'accord? Une énergie potentielle qu'on leur a donnée. Et bien, ça veut dire qu'on va dire que ce morceau de métal, avec les électrons injectés, avec les charges injectées, il a donc un potentiel positif. Et c'est ça la notion de potentiel, quelque part dans un circuit. Ça désigne le fait que tu es en surpression par rapport à la pression d'équilibre, à l'équilibre naturel du métal quand il est électriquement neutre, quand il est électriquement à charge nulle. Et toi, tu te retrouves avec une charge non nulle, parce que tu as mis des électrons. Vous pigez ça? Ça explique ce premier truc, cette notion de potentiel. Et ce n'est pas par rapport à quoi que ce soit. Et le deuxième truc, c'est que ça se répartit de manière homogène. Ça veut dire que la pression ici est la même que la pression là, la même que la pression là, la même que la pression là. Donc, ça veut dire que le potentiel est le même à n'importe quel endroit du morceau de métal. Et ça, eh bien, on le représente dans un schéma électrique. On va représenter ce morceau de métal conducteur, parfaitement conducteur pour l'idéal, par un trait. C'est le fil. Vous voyez? Et ça dit bien que ce fil-là, que tu sois là, 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 là ou là, n'importe où, son potentiel est le même, à n'importe quel endroit du fil. Donc voilà comment on va symboliser un fil, ça vient de ça. Bon, sauf que c'est bien mignon. Alors évidemment, je peux faire exactement la même chose. Je peux faire exactement la même chose sur un autre bout de marche, un autre bout de conducteur. Sauf que cette fois, au lieu d'injecter des électrons, je vais en enlever. Vous me suivez? Et si j'enlève des électrons, ben, je vais enlever des charges et je vais me retrouver avec un potentiel qui va être négatif aussi, parce que j'ai moins d'électrons que ce qu'il y avait, moins de charges que ce qu'il y avait à l'équilibre naturel. Ouais. Et si tu mets un chemin, je le fais tout fin. Pour dire, ça va pas passer, ils vont pas tous passer d'un coup comme des brutes. Si tu fais un chemin entre un endroit où il y a trop de charges et un endroit où il en manque, il va se passer quoi? Là où il y en a trop, eh ben, ils vont passer par ce chemin-là et ils vont venir remplir cette partie-là. Oui. Conclusion, en faisant ce chemin, je vais avoir des électrons qui circulent d'un endroit où il y a plus de potentiel qu'à un endroit où il y a moins de potentiel. D'accord? Il y a une concentration, il y a une pression, et là, il y a une dépression quelque part. Oui. Et du coup, en autorisant ce mouvement d'électrons, c'est ce mouvement-là qu'on va appeler I, parce que le I, le courant,
c'est ni plus ni moins qu'une manière de représenter le débit d'électrons par seconde à travers une section. Et bien sûr, ce que j'ai représenté là, avec un truc tout fin, j'ai un trait. Alors, voilà. J'ai un trait où tout est un potentiel 1 positif, qui est celui-là. J'ai un trait qui est un fil, un bloc de métal, où tout est un potentiel négatif, qui est V2. Et entre les deux, ce chemin étroit où tous les électrons ne peuvent pas passer d'un coup, évidemment, ça va être une résistance. OK? Ça va, ça vous parle ou pas? Bon, mais si j'en reste là, parce que là, je suppose que j'ai pompé, j'ai aspiré, puis j'ai arrêté. Si je fais ça, il va se passer quoi? Les charges électriques qui en trop, elles sont expulsées de celui-là, attirées par celui-là, et au fur et à mesure que celui-là se vide, celui-là se remplit. Ouais. Et au fur et à mesure que lui se vide, sa pression électronique diminue. Et celle-là augmente. Et il va se passer quoi rapidement? Le ballon de baudruche, il va se dégonfler, quoi. Et dès qu'on aura vidé des électrons en trop qu'on avait mis dedans et qu'on sera revenu à l'équilibre électrostatique, à un potentiel nul, le courant va arrêter de circuler. Ouais. Oui, ça vous parle aussi, ça? Bien entendu, hein, quand on met une résistance, quand on met un chemin, le truc, c'est que là, j'ai donné de l'énergie aux électrons, j'ai un potentiel positif. Là, j'ai de l'énergie positive, voilà, j'ai un excédent d'énergie sur l'électron. Là, j'ai un manque d'énergie. Donc, évidemment, l'énergie potentielle de l'électron passe d'une valeur positive à une valeur négative. Donc, en chemin, il a perdu de l'énergie. Et cette énergie, elle est perdue dans la résistance. En fait, elle est perdue dans la charge, parce que là, comme si on mettait de l'eau ou de l'air comprimé, j'ai mis un petit fil, mais je pourrais mettre ici une petite hélice pour récupérer le mouvement. Je peux mettre une ampoule, je peux mettre un moteur, et l'énergie que l'électron perd en passant de là à là, soit ça part en chaleur, soit ça part en énergie mécanique, soit ça part en lumière. D'accord? Ma charge récupère l'énergie des électrons, d'où l'histoire du courant. D'où le fait que là, tu as un étranglement. Si là, tu mets si là, c'est blindé d'électrons, tu as beau avoir un excédent d'électrons ici, il n'y en aura pas plus qui passeront tant que là, il n'y aura pas un électron qui sera sorti. Donc, à chaque fois qu'un électron sort ici, il y en a un qui rentre. OK? Donc, quand il y a un certain nombre d'électrons qui rentrent d'un côté, il y en a autant qui sortent de l'autre. On en a parlé hier. Je vous dis tout ça parce qu'il faut que ce soit une évidence. Je ne sais pas si ça l'est. Bon, alors du coup, si je reste dans cet état de fait, lui se dégonfle, lui se gonfle, les deux reviennent à l'état d'équilibre, il n'y a plus de différence de pression, il n'y a plus de courant. Conclusion, qu'est-ce que je dois faire? Au fur et à mesure que ça va se dégonfler et se regonfler de l'autre côté, il me faut cette fameuse pompe à électrons qui va prendre des électrons d'un côté, les aspirer, comme une pompe qui aspire de l'air d'un côté et qui le met en pression de l'autre, les aspirer, voilà, une pompe à électrons, pour pouvoir les réinjecter de l'autre côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle un générateur. Et donc, le générateur est un convertisseur d'énergie. C'est pas, voilà, là encore, l'électricité. Si je n'ai pas de générateur, l'électricité, ça s'arrête en une fraction de seconde. Le générateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des électrons qui ont une faible énergie et il leur donne une énergie plus grande. Pour les passer d'une dépression à une pression, comme avec ta pompe, il faut que tu leur donnes de l'énergie. C'est la pompe qui donne cette énergie. Et ce qui va faire fonctionner la pompe, c'est un truc extérieur à la partie électrique qui va faire fonctionner cette pompe. Et soit cette pompe à électrons, c'est une réaction chimique dans une batterie, dans une pile, soit c'est un alternateur qui tourne. C'est une interaction, c'est un champ magnétique
qui attrape les électrons et qui les remonte en énergie. D'accord? Tu arrêtes la source ici, tu arrêtes le pompage des électrons, ça se dégonfle en une fraction de seconde et c'est terminé, il n'y a plus d'électricité. C'est pour ça que ça ne se stocke pas, l'électricité. Et ou pas, le truc? Et bien sûr, un générateur de tension parfait, c'est un générateur de tension qui va être capable de maintenir constante la pression d'électrons qui est là. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui part, tout de suite, il en remet un autre ici. S'il y en a 1000 qui partent, il en remet 1000 ici instant. Et là, le potentiel n'a pas le temps de bouger. Et évidemment, les électrons, comme ils ne viennent pas du vide, ceux qu'il va injecter là, il les prend là. Du coup, on a cet équilibre de déséquilibre, cette symétrie de déséquilibre, donc de pression et de dépression. Ouais. Voilà, et ça se représente comme ça, avec un générateur de tension, où on va indiquer avec une flèche que là, il fournit un potentiel 1, il fournit un potentiel 2, on va dire que ça, c'est constant, parce que lui, il fournit la patate aux électrons pour maintenir constant cette différence de potentiel. On va à ce moment-là représenter par cette fameuse flèche notée U, qui est V1 moins V2, le potentiel qui est là moins le potentiel qui est là. D'accord? Cette façon de comprendre les choses explique tout. Plus ton potentiel est grand là, et plus il est petit là, plus ils ont d'énergie, plus il en manque, plus ça pousse au cube, donc plus il y a d'électrons qui vont circuler, le fameux U égale RI. Pour une résistance donnée, donc ça autorise un certain... ça autorise, voilà, il y a une certaine étroitesse de chemin, le chemin est constant, il est fixe. Oui, mais toi, plus tu mets de pression, plus tu mets de différence de pression entre les deux, plus il y a d'électrons qui vont pouvoir passer dans le même chemin, que tu les pousses plus fort. D'accord? Et ce qui se passe maintenant, donc en vrai, on devrait systématiquement raisonner les schémas électriques et les montages électriques électroniques par des potentiels. Sauf que nous, ce qu'on arrive facilement à mesurer avec des appareils, c'est des différences de potentiel. OK? Et puis ce qui arrive souvent aussi, c'est que ma foi, si là j'ai une pile qui fait une différence de potentiel de 9 volts, ma foi, celui-là, celui du bas, qu'il soit électriquement négatif ou qu'il soit électriquement neutre, ça ne change rien par le fait que la pile va être capable ici de créer 9 volts de potentiel supplémentaire. Et donc celui-là, même si ce n'est pas forcément vrai, on va dire ça c'est la référence, le 0, même si en vrai c'est négatif. Et moi je vais dire combien j'ai de potentiel à chaque fois par rapport à 0. C'est ce qu'on appelle la référence de mesure. C'est ce qu'on appelle la masse. Voilà. Et souvent, cette masse, elle est effectivement un potentiel nul pour deux raisons. Soit parce que, en fait, on parle de plan de masse, etc. Soit parce qu'en fait, cette partie métallique est excessivement grande par rapport au reste. Donc, en enlevant le même nombre d'électrons, tu fais très peu bouger le potentiel. Soit carrément, à un endroit du montage, cette masse, cette référence de potentiel, on la relie à la Terre, c'est-à-dire la planète. Hein. Et la planète, vas-y, tu peux en enlever des électrons libres hein, avant qu'elle commence à avoir un potentiel qui varie. Et il va falloir la dégonfler sacrément en électrons pour que son potentiel d'équilibre change. On n'y arrive jamais, on n'y arrive pas. Et donc là, effectivement, en plus, si tu es dans ce cas de figure, là, tu as vraiment 0 volts, tu n'arrives pas à le déséquilibrer, ce potentiel. D'accord? Mais quand bien même, tu pourras toujours prendre tous les potentiels de ton montage par rapport à ce potentiel nul. Tous les raccourcis qui vont avoir lieu dans les schémas électriques. Raccourcis auxquels il faut faire extrêmement attention. C'est que quand, moi le premier, on dessine ça, par exemple, ça ne veut rien dire. Parce que ce que je viens d'effacer nous dit bien que pour qu'il y ait de l'énergie électrique qui soit
qui passe quelque part à un moment, il faut qu'il y ait des électrons qui soient poussés par le générateur, passent dans un fil, circulent dans le fil, passent à travers la résistance, et il doit revenir dans le fil. Et nous, on représente ça. Mais si tu fais ça, ou même encore mieux, on l'a fait hier, tu représentes ça. On dit, ouais, il y a du U, ouais, il y a du I. Et si tu le fais vraiment, ça, c'est-à-dire ça, une résistance, il y a deux pattes, puis c'est branché à rien. Là, il n'y aura jamais de U, il n'y aura jamais de I là-dedans. C'est parce que, très vite, on sait bien que le montage est plus compliqué, mais on va s'intéresser à ce qui se passe localement sur une partie du montage. Et on va très vite ne représenter qu'une partie du montage. Mais quoi que vous fassiez, que ce soit en électronique, en énergie, en informatique, en ce que vous voulez, dès que vous utilisez de l'électricité, la règle d'or, c'est qu'il y a un générateur et un récepteur. Après, on peut complexifier la forme du récepteur, mais il y a forcément les deux. Avec cette fameuse convention, lui, il impose une tension comme ça, le générateur, c'est lui qui impose la différence de potentiel dans les deux fils. D'accord? Et s'il n'y a pas de récepteur, il n'y a rien pour que les électrons s'enfuient et passent d'un côté à l'autre. Le courant, dans ce moment-là, il est nul. Mais quand tu mets un récepteur, tu mets un chemin qui permet aux électrons de passer de là à là et de revenir au générateur. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait une maille, cette fameuse maille. S'il n'y a pas de maille, il n'y a pas d'électricité. Il faut toujours que ce soit fermé. Donc, et ton courant, on le représente d'un côté, mais en vrai, on devrait le représenter partout et qui fait tout le tour. C'est là qu'il va faire, comme les électrons font le tour, eh bien le jus, l'énergie que tu leur as donnée là pour les rebalancer là-haut, eh bien il est capable de le redonner lorsque ça repasse dans le récepteur. Et du coup, ici, bien sûr, comme on a dit que j'efface un peu tous mes gribouillages, voilà, attends, je vais le mettre là. Comme on a dit que si là j'ai un potentiel V1, là j'ai le même potentiel, là j'ai le même potentiel, j'ai le même potentiel partout, et que là j'ai le même potentiel partout, ben, ça veut dire que si là j'ai une différence de potentiel U, là j'ai la même différence de potentiel. Et qu'au niveau du générateur, le courant est imposé par la tension que fournit le générateur, enfin, va dans le sens de la tension, et donc convention générateur, convention récepteur. C'est évident. J'espère que ça te devient. Il y en a qui avaient encore des doutes. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux notions. Parce que l'électricité, c'est toujours un générateur et un récepteur. Et vous l'oubliez, hein, il y a des gens qui l'oublient, hein, au point qu'ils sont capables de ramener le dernier jouet du gamin à Noël au magasin en disant « je ne comprends pas, il ne marche pas ». Mais mets des piles, bouffonne. Il ne va pas marcher tout seul, il faut des piles, il faut du jus. Et combien de fois sur une paillasse, et moi ça m'arrive encore, ou ça m'est arrivé beaucoup, ça m'est arrivé, tu es là, tu bricoles sur ta paillasse depuis 10 minutes, je dis putain, je comprends pas, ça marche pas, monsieur, ça marche pas, mais allume la lime. Encore sans compter les étudiants qui branchent qu'un seul fil de la lime. Vous comprenez? Pas de circulation, pas d'électricité, pas d'échange d'énergie. Et du coup après, ben, au bout d'un moment, parce que le vrai truc qu'on devrait dessiner tout le temps, je le refais plus propre, c'est ça. On devrait dessiner tout le temps ça. Par exemple, pour un truc comme ça, on devrait dessiner tout le temps ça. Après, au bout d'un moment, on fait, bon, puis de toute façon, alors, ce truc-là, il va me servir dans tous les montages électroniques. Je vais dire que c'est la référence par rapport à laquelle je mesure tout le reste pour les différences de tension. C'est mon potentiel de référence, c'est mon zéro. Donc ça va être mon zéro. Bon, comme c'est mon zéro, bon, j'ai plein, puis là, ça va aller plein de trucs. Bon, je vais arrêter de faire un trait qui va partout dans mon montage parce que ça m'encombre. Donc, je vais mettre juste un dessin là, un dessin là. Bon, puis je vais représenter le courant là. Et puis très vite, on oublie qu'en vrai, le courant, il est là, il est ici, et en fait, il est là-dedans. Vous voyez? Alors ça, le retour,
Et c'est 9 fois sur 10 la raison pour laquelle un montage ne marche pas, ou mal. Parce que vous oubliez le retour. Normal, on arrête de le dessiner. Et le truc. Et on est encore plus vicieux, surtout nous les profs. Parce qu'à un moment, on ne met pas le fait que c'est vraiment le même fil, puis à un moment, on fait ouais, bon, de toute façon, si tu es assez con pour oublier le jus, c'est que tu n'as rien pigé. Et on dessine des trucs comme ça. Et là, je fais quoi? Bon, eh ben, on remet mentalement les trucs qu'on efface parce qu'on veut aller vite. Alors, qu'est-ce que c'est un condensateur? Qu'est-ce que c'est un condensateur? Alors, un condensateur, je vous ai dit l'autre fois, bon, bah, c'est deux plaques de métal l'une en face de l'autre, avec deux fils électriques qui sont branchés dessus. Et entre les deux, il y a un isolant. Vous voyez, là, j'en ai ramené un. Non, je ne le ferai pas péter, celui-là. C'est dommage, hein, parce que celui-là, il n'a pas de sécurité, ça pète très très fort. Hein. Mais on ne va pas mourir. Donc là, les deux pattes, qui en fait, bon, les deux plaques, hein, elles sont séparées par un isolant, puis c'est enroulé. Vous imaginez bien ça, c'est enroulé. Bon, bah, je vais les dessiner. Voilà. N'oubliez pas que s'il n'y a pas de conducteur, les électrons ne se barrent pas. C'est ça aussi qu'il faut oublier. Il n'y a pas de chemin pour que les électrons se barrent, ils ne se barrent pas. Et le seul chemin possible pour un électron, c'est un conducteur. Donc il se barre. Bon, je vais les dessiner un peu plus grossièrement. Genre, ouais, c'est du métal. Mais bon, à l'échelle de la matière, le métal, c'est pas juste une feuille, même 1 millimètre, c'est énorme en quantité d'atomes. Alors, je vais dire des choses très simplifiées. Hein. Ben, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, oui, alors le truc qu'on a commencé à vous dire, bon, je mets un générateur. Je mets une pile. Bon, ben là, il y a un potentiel positif. Voilà, j'ai marqué comme ça, il y a un potentiel positif. Là, il y a un potentiel négatif ou nul, on s'en bat les couilles, on fait comme on veut. Il faudra que je bip, si je veux le mettre sur YouTube, la vidéo. Ah, quoique, on bat les couilles aussi. C'est pas moi. Et donc, il fournit une différence de tension. Vous voyez, le générateur, il fait plus que fournir. Il maintient systématiquement une différence de tension. C'est toi qui pédales comme un con sur ton vélo pour faire marcher ta pompe à électrons, tu arrêtes de pédaler, il n'y a plus de différence de tension. Ta pile est à sec, il n'y a plus de différence de tension. D'accord? EDF ferme boutique, tu n'as plus de différence de tension. OK? Tu votes écologique, il n'y a plus de différence de tension. Je suis con, putain, ça y est, je suis chaud. J'ai mis le temps. Mais c'est vrai, dès que vous interagissez, ça marche. Bon, ben bref, maintenant, si on revient au truc, pour qu'il y ait un échange d'énergie, machin, pour qu'il y ait un courant, il faut qu'il y ait un chemin pour l'électricité, pour les électrons. Ouais. Là, bordel, il y a un isolant. Et on te dit qu'il va y avoir un courant qui va traverser le cours d'eau. Non? C'est pas contre-intuitif, c'est pas contradictoire. Comment des électrons peuvent passer dans le cours d'eau alors qu'il y a un isolant? C'est pas possible. Oui, il n'y aura pas de courant. Il n'y aura pas de courant tout le temps. Revenons à notre électrostatique, à nos pompes et tout ça. Le fil est coupé. Là, j'ai un potentiel. Donc, on se met bien en tête, le potentiel, c'est j'ai gavé le métal d'un excédent d'électrons ou j'ai supprimé du métal des électrons. Ouais. Ça n'a qu'une envie, revenir à une potentielle nulle. D'accord. Bon, là, le condensateur, je viens de l'acheter, il est comme il est donc à l'équilibre électrostatique. Il y a des électrons, mais il y en a autant que les protons, tout ça, tout ça. Je suis à son équilibre. Là, il y a trop de charge. Là, il y a trop de charge. Là, il n'y en a pas assez. Ok, alors bon, il n'y en a pas assez. Bon, j'ai coupé les deux pour ne pas se casser la tête. Et là, il y a zéro surcharge, il y a zéro excédent, zéro manque. D'accord? Le fil est coupé, donc la surcharge électrique s'arrête ici et s'arrête ici. Je les branche ensemble. Et lui, il y a zéro. Je les branche ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, il manquait. Donc, ce qu'il y avait de trop ici, ben, les électrons qui sont là, ils se baladent. Donc, il y a un courant. Donc, il y a un courant parce que les électrons qui étaient là et qui n'avaient pas là,
ben, ils viennent remplir tout le métal, notamment le métal des armatures du condo, et on vient remplir le condo d'un côté, en mettant des électrons en trop. Et de l'autre côté, évidemment, c'est la même chose, mais en vide. Vous voyez ou pas? Et c'est comme une bouteille. Tu vois, ta bouteille, tu lui as mis de la pression, ou ta bouteille, tu sais, ta bouteille de coca, elle est en pression, tu l'ouvres, puis elle fait quoi? Elle fait pchit. Et ça ne dure pas longtemps, ce pchit. C'est juste le temps de retrouver l'équilibre de pression. Donc quand je vais les brancher ensemble, ben, ça va faire pchit, parce que tu vas avoir du courant pour remplir ces zones-là. Mais dès que là, j'aurai autant de potentiel partout, dès que j'aurai un potentiel identique partout, armature comprise, ben, il n'y aura plus de courant. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Un multimètre, d'accord? Je vais le mettre un multimètre qui donc mesure les tensions et une alimentation. D'accord? Donc, qui impose une différence de potentiel constante permanente. Donc là, il y a la tension, mais lui, quand il y a du courant, ça l'indique. Alors, ça va être bref. Je ne sais pas si vous le voyez tous bien, ce qui est indiqué ici. C'est bon? Et donc, bon, ben, vous voyez, au niveau du tableau, j'avais coupé les deux fils. Mais vous voyez bien que si je branche qu'un fil, il ne se passe rien, parce que ma maille n'est pas fermée. Pardon. Si je branche qu'un seul fil, il ne se passe rien, ma maille n'est pas fermée. D'accord? Bon, je prépare le deuxième fil. Voilà. Et puis là, ben, je vais faire ce que j'ai fait au tableau. Je ferme le circuit. Et regardez bien, ça ne va pas mettre longtemps. Hein. Ça ne va pas durer longtemps. Il y a 0 ampère. Vous avez vu l'affichage? Il y a eu un pchit de courant. Oh mince, pardon. Qu'a fait la tension du condensateur? Elle est passée à 30 volts. OK? Maintenant, je débranche le fil d'alimentation. Y a-t-il un chemin pour que les électrons se barrent? Y a-t-il une circulation possible pour que les électrons circulent d'un côté à l'autre? Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les électrons ne se barrent pas, ils restent sur les plaques du condensateur. Donc, le condensateur, quand j'ai branché, il s'est chargé. Le pchit d'électrons, la gavée d'électrons. Et quand je le débranche, il reste chargé. La différence de potentiel est toujours la même. D'accord? Je l'ai enlevé là. Merde. Je l'ai enlevé, je peux même éteindre la lime pour vous prouver que maintenant il est tout seul, le condo. Vous voyez ou pas le truc? C'est normal, c'est logique. Il n'y a pas de fuite possible. Donc il va conserver, on dit que quand je l'ai mis à la lime, j'ai chargé le condo. Maintenant qu'il est chargé, que je le débranche, que je le laisse tout seul, il conserve la charge. Ouais. Et si maintenant je prends une résistance et que, je vais le faire au tableau en même temps, si maintenant, toujours sans le brancher là, hein, ça c'est toujours débranché, hein, si maintenant je mets une résistance, qu'est-ce qui se passe? Je ferme la circulation, je rends possible la circulation. Le trop-plein d'ici va circuler à travers la résistance et va venir remplir le manque. Que va faire les différences de potentiel? Elle va diminuer. Mais là encore, mon condo, comme tout à l'heure, il va faire pchit un peu. Parce qu'au fur et à mesure que ça se dégonfle, il n'y a rien pour le regonfler. Vous voyez pourquoi un condo, ça n'a rien à voir avec une batterie ou une alim? Alors d'ailleurs, on voit, il y a une petite fuite, vous voyez, parce que ce n'est pas infini là. Par contre, je prends les deux fils qui sont branchés nus au condo, je mets une résistance, et regardez, le potentiel plus élevé se vide, dans le potentiel le moins élevé, la différence de potentiel diminue, il est en train de se décharger. Bien sûr, l'énergie électrique que j'ai dû mettre pour le charger, je suis en train de la récupérer. Je n'ai pas mis d'ampère-mètre ici, mais évidemment, il y a du courant qui passe dans la résistance. Ouais. Et plus la résistance est grande, moins il y a de courant qui peut passer à la seconde. Donc plus ça met du temps à se décharger. Si je mets une résistance plus petite, ben, il y a plus de courant qui passe. Du coup, ça se décharge beaucoup plus vite.
Et le truc, ben ça, c'est ce que vous allez mettre sous forme d'équations mathématiques dans tous les sens, de petites équations, hein, c'est pas méchant. Voilà, mais c'est ça un cours d'eau, c'est ça qu'il faut bien piger. Dis-moi, t'écoutes? Pardon? Ben, l'énergie qui a été stockée dans le cours d'eau est en train de se vider dans la résistance. Donc, elle est en train de finir en effet Joule dans la résistance. Parce que c'est une résistance que j'ai mis. Je mets autre chose, ça se transforme en ce pourquoi le récepteur est fait, qui transforme l'électricité en quelque chose d'autre. Le plus basique, c'est la résistance, qui se transforme en chaleur. Eh ben non. Le condensateur, il a cette propriété. Je charge, je le charge, je recommence. Voilà. Je le charge, je le décharge. Je le charge, je le décharge. Vous avez vu, là, je fais un court-circuit. Et là, donc, je le décharge. Et là, tu vois, comme j'ai un court-circuit, bah, ça veut dire que le chemin, tu peux pas faire tu peux pas faire boulevard plus large et plus dégagé, tu vois. Donc, les électrons, quasiment instant, ils passent de la partie gonflée à la partie dégonflée. Ah, vous l'avez vu? Donc là, l'énergie, elle s'est dissipée dans le court-circuit instantanément. Donc, bon, vous avez pigé ça? Alors non, alors justement, je ne vais pas partir trop loin sur le condo. Avoir un condo, ça présente des avantages et ça permet de faire des choses qu'une batterie ne fait pas. Et avoir une batterie permet de faire des choses qu'un condo ne fait pas. Et justement, tout ce qu'on va vous apprendre au cours des 2-3 ans, ça va être de voir tout ce qu'on peut faire avec un condo. Sur ce côté, bah c'est ce côté, tu vois, il prend de l'énergie et il peut la rendre avec un décalage temporel. Ça va être très utile. Il est capable de temporiser des variations d'énergie, notamment. Et quand il y en a trop, il le prend. Et puis quand il en manque, il le redonne. Ce qui fait que ce qui était un peu variable, tu vois, ça va avoir tendance à revenir plus constant. Voilà une application typique. Alors j'ai envie de finir avec un truc encore un peu fun aussi. Une deuxième façon de manipuler les électrons et d'en faire un petit peu ce qu'on veut, c'est avec une bobine. Alors ceci est une bobine, c'est ça en plus costaud. Un fil qui est enroulé sur lui-même. Bon, sauf que là, il est enroulé plein de fois. Vous savez ce que ça fait, ça, une bobine? Alors, qu'est-ce que ça fait, une bobine? Quand on donne de la vitesse à un électron, quand on fait déplacer un électron, donc quand il y a un courant, un électron qui se déplace, lorsqu'il est immobile, il ne se passe rien. Mais quand il se déplace, il crée autour de lui un champ magnétique. Un champ magnétique, c'est la même chose qu'un aimant. Et quand tu le bobines sur lui-même, tu concentres ce champ magnétique et tu l'augmentes parce que chaque fil qui est l'un à côté de l'autre additionne le champ magnétique de chaque partie de fil. Ouais. Et on obtient alors ce qu'on appelle un électroaimant. C'est-à-dire que la bobine, d'un coup, elle devient un aimant. Sauf qu'un aimant, ça attire le fer, on est d'accord? La bobine, quand je l'alimente, voilà, je vais la retirer comme ça, quand je l'alimente, elle devient un aimant et elle fait bouger quelque chose. Là, on a fait un moteur. OK? Et là, ça ne bouge plus, mais maintenant, c'est aimanté. On a fait un électroaimant. Le courant devient du champ magnétique, devient un aimant, une aimantation. J'arrête le jus, ça arrête d'être un aimant. D'accord? Bon, vous l'avez déjà fait, ces trucs-là, non? Non? Jamais? Alors, bah, l'autre truc formidable, parce que là, c'est avec une source électrique, je crée une source magnétique, ce qui potentiellement permet de faire un mouvement mécanique. C'est qu'évidemment, c'est réversible. Si de l'électricité peut me faire un mouvement peut me faire de l'électricité. Alors là, je vais prendre une sensibilité bien plus forte pour que vous le voyez bien. Et chaque fois que ça passe devant et que ça bouge, ça crée du jus. Attention, hein, si je reste fixe, il y a du jus? Non. Par contre, si je bouge, il y a du jus? Voilà, c'est pour ça que dès que vous verrez quelqu'un sur une vidéo qui vous dit ouais, avec des aimants, avec juste des aimants, je peux faire tourner un moteur. Non, les aimants, ouais, j'ai juste à mettre un aimant, puis ça va faire du jus. Non, c'est pas le fait qu'il y ait de l'aimant, ça fait du jus, c'est le fait que l'aimant bouge, qu'il y ait un mouvement.
Donc la même chose, parce que c'est réversible. S'il n'y a pas une aimantation parce qu'il y a des électrons, parce que là, des électrons, il y en a. Il y a une aimantation parce qu'il y a des électrons qui bougent. Parce que tu fais circuler les électrons, parce que tu fais un courant. Et là, eh bien, tu as des électrons qui bougent parce que ton aimantation bouge. Et là, on a un générateur. Et là, évidemment, je suis sur un voltmètre, il n'y a aucun courant qui passe dans le voltmètre. Mais bien sûr, si je faisais ça sur une grosse machine, et que là, je mettais un consommateur, parce que ça devient un générateur, et là, il est capable d'imposer une différence de tension et de la maintenir. C'est ce que fait EDF pour que vous ayez 220 volts. Hein. Et sauf que là, si je faisais sur une machine et que j'avais assez pour pouvoir prendre de l'énergie électrique ici, sur ce générateur, évidemment, cette énergie électrique, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle me freinerait dans mon mouvement. Parce que là, c'est facile, c'est libre. Mais plus je vais tirer d'énergie là, plus il va me falloir d'énergie pour arriver à faire bouger l'aimant. Convertisseur. On en revient au début du cours. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais quelque chose qui arrive de rien, c'est toujours une conversion d'énergie d'une forme à une autre.